14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans cette affaire, il y a des zones d'ombre qui restent 30 ans plus tard encore des énigmes. Bonjour, rendre volontairement malade son enfant pour qu'il suscite la compassion, avoir la satisfaction de le voir soigné et hospitalisé, empoisonner son enfant au risque de mettre sa vie en danger. Cette pathologie, dans l'encyclopédie médicale, porte un nom, le syndrome de Munchausen par procuration, notion qui existe également sur le plan pénal. En 1990, les policiers et un juge d'instruction ont été confrontés à la première affaire du genre en France, l'affaire Liliane Cascaz, soupçonnée d'avoir régulièrement injecté de l'insuline à sa fille de 9 ans, au point de la plonger dans un état critique. C'est cette histoire aux portes de la névrose et du fantasme que je vais vous raconter aujourd'hui. Une enquête policière et médicale, mais aussi à l'époque une course contre la montre pour savoir qui se cache vraiment derrière les malaises à répétition de la petite fille. Est-ce réellement la mère ou aurait-elle été désignée à tort? Question posée aujourd'hui à nos invités et acteurs de l'affaire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Liliane Cascaz, une mère de famille et aide-soignante qui n'a jamais fait parler d'elle. À la fin de l'été 1990, elle va toutefois attirer l'attention des autorités judiciaires pour une forme inédite d'empoisonnement. Le 28 juillet 1990, une petite fille de 9 ans est transférée à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. La jeune patiente souffre depuis plusieurs semaines de troubles graves et inexpliqués. Du 22 juin au 8 juillet, elle a été hospitalisée à l'hôpital de Wissembourg, en Alsace, la petite ville où s'est installée depuis 2 ans sa mère, Liliane, ainsi que son beau-père, Haïtam Cascaz, un médecin d'origine syrienne. Un couple qui est apparu désemparé face à la situation. La petite fille est victime d'hyperthermie et de vomissements. Elle a été ensuite admise à l'hôpital Haute-Pierre à Strasbourg, où les médecins ont diagnostiqué une hypoglycémie totalement anarchique, pouvant survenir tout aussi bien à jeun qu'après les repas. Un excès d'insuline est détecté. L'enfant pourrait souffrir d'une tumeur au pancréas. L'hypoglycémie se poursuit à l'arrivée, à Necker, le 8 août. La petite fille subit donc une ablation partielle du pancréas. L'organe est sain. Les chirurgiens ne notent aucune tumeur ni anomalie. La patiente ne présente d'ailleurs plus aucun trouble. Elle est guérie. Il est prévu qu'elle quitte l'établissement le 14 août, mais sa mère, Liliane, insiste pour que le séjour soit prolongé de quelques jours. 11 août, 3 jours après l'opération, alors que Liliane et Haïtam Cascaz sont à son chevet, nouvelle crise d'hypoglycémie de la fillette. Dans la nuit du 16 au 17 août, une série de malaises. Le 19 août, l'enfant connaît une grave crise. Son taux d'hyperinsuline est 100 fois supérieur à la normale. Le 25 août, dans l'après-midi, le taux constaté a failli être mortel. Le professeur Jean-Marie Saudubré, chef du département pédiatrie à l'hôpital Necker, commence à se poser des questions. Il s'interroge sur ce cas clinique qui échappe à tout raisonnement médical. Il a des doutes sur les parents. Ils étaient partisans d'une opération en urgence. Il a été surpris par cet empressement. Il note qu'à l'hôpital, la jeune malade n'est jamais seule. Sa mère ne la quitte pas. Et il note également qu'à chaque fois que les visites de Liliane Cascaz et de son mari cessent, l'enfant ne fait mystérieusement plus de crise. Le professeur Saudubré est le premier à mener l'enquête. Il donne pour consigne au personnel de surveiller particulièrement la petite patiente, placée dans une chambre vitrée contiguë au poste de soins. Le 28 août, aux alentours de 15h, une infirmière aperçoit Liliane Cascaz sortir des papiers de son sac et les confier à sa jeune sœur, âgée de 16 ans, présente ce jour-là, pour les jeter dans une poubelle. L'infirmière se rend alors dans la chambre et contrôle discrètement le contenu de cette corbeille. Elle y aperçoit un emballage de seringues et d'aiguilles. Le professeur Saudubré convoque les parents, séparément puis ensemble, pour leur faire part de ses doutes et interrogations. Il ne montre aucune réaction particulière. Le médecin se souviendra d'une conversation qu'il qualifie lui-même de psychédélique. J'étais face à des gens qui ne niaient rien et qui n'avouaient rien. Le 3 septembre 1990, Jean-Marie Saudubré prévient le parquet de Paris qu'une petite fille hospitalisée à Necker est victime d'empoisonnement à répétition.
Et voilà donc la justice alertée dans cette histoire. On va le voir, évidemment, la suite qui va être donnée à cette enquête par le juge d'instruction qui est alors désigné, et ce que répondront surtout les principaux intéressés aux policiers et aux juges. Pour l'instant, on est au tout début de ces investigations et on va essayer d'y voir plus clair avec notre premier invité aujourd'hui de l'heure du crime, maître Jean-Alex Buchinger. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de RTL de l'heure du crime. Vous étiez à l'époque l'avocat, enfin vous allez l'être d'ailleurs dans cette histoire qui ne fait que commencer, l'avocat de Haïtam Kaskaz, le mari de Liliane Kaskaz. En quelques mots, maître Buchinger, qui est ce couple, les Kaskaz? Ils se sont rencontrés il y a quelques années et puis il y a cette petite fille mais tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Il y avait pas de souci particulier. Haïtam Kaskaz est originaire de Syrie. Il a fait ses études de médecine en Égypte. Il est arrivé en France. Il a intégré un hôpital. Il a fait la connaissance d'une aide-soignante, Liliane, donc son épouse. Ils se sont mariés. Liliane avait une petite fille d'une précédente union. Elle avait divorcé quasiment après la naissance de la petite fille. Hein. Oui, tout à fait. Et donc, Haïtam Kaskaz a considéré la petite fille de son épouse comme sa propre fille. Il l'aimait comme sa propre fille. Il l'aimait comme sa propre fille, il n'y avait pas de souci, c'est pas un couple qui s'est fait remarquer. Ils appartiennent tous les deux au milieu médical. Hein. Elle est aide-soignante et lui est médecin. Oui, lui est médecin, il a multiplié les diplômes, les certificats depuis qu'il est arrivé en France, et elle était aide-soignante dans le cadre d'un hôpital militaire. Haïtam Kaskaz, vous l'avez dit d'ailleurs, et lui il dit... moi, j'aime beaucoup cette petite fille, hein, et j'aime beaucoup Liliane. C'est un couple, il est bien, Haïtam Kaskaz. Il y a pas de trouble. Je veux dire par là que cette petite fille qui se retrouve au centre de cette terrifiante histoire, elle n'est pas un enjeu. Aucunement. C'est un couple qui vivait heureux avec cette petite fille. Cette petite fille s'était attachée à Haïtam Kaskaz. Lui travaillait en région parisienne, à l'hôpital des Gardiens de la Paix notamment, et il rentrait pour le week-end, donc il était absent durant la semaine, et lorsqu'il venait, c'est effectivement un couple qui s'entendait parfaitement bien. Elle était un peu autoritaire, comme il l'a dit, lui était plus réservé, mais dans l'ensemble, tout se passait pour le mieux. Alors c'est plutôt Liliane qui tient les affaires du ménage. Hein. Oui. Même là, lors des hospitalisations de la petite fille, ils sont là tous les deux. Hein. Haïtam, il fait le nécessaire pour être aussi également à ses côtés. Alors il est présent parce qu'effectivement, on découvre une pathologie grave, un diabète chez un jeune enfant. C'est très inquiétant, très préoccupant. Et c'est très rare, non? C'est ça ou... C'est pas aussi rare qu'on le croit, mais malheureusement, quand un tel diabète se déclare, il est insulinodépendant et c'est extrêmement lourd comme pathologie. Donc, il était aux côtés de son épouse, il découvre cette situation difficile et en bon mari, lorsqu'il est présent dans la région donc de l'Est de la France où vivait le couple, eh ben, il est à ses côtés, aux côtés de l'enfant. Très bien. Donc on le retrouve effectivement, ce qui fait dire au professeur Saudubré qu'ils étaient là très souvent tous les deux et qu'ils venaient assister cette petite fille malade, mais on le saurait à moins. Ils agissent comme de bons parents, c'est tout ce qu'on peut dire pour le moment. Mais totalement. Et lui, étant médecin, il était parfaitement normal qu'il assiste son épouse lors des rendez-vous dans les hôpitaux. Alors notre deuxième invité aujourd'hui dans l'heure du crime, c'est maître Pierre-Olivier Sûr. Bonjour maître Sûr. Bonjour Jean-Alphonse Richard. Merci vous aussi d'être présent aujourd'hui dans cette heure du crime et d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous avez été, vous, à l'époque, l'avocat de Liliane Kaskaz. Je suppose que c'est une affaire qui vous a marqué, mais on va y revenir là-dessus, parce qu'elle a marqué beaucoup d'avocats qui l'ont traité et beaucoup de témoins qui ont pu approcher cette histoire exceptionnelle. Vous vous souvenez de votre rencontre avec votre cliente? Quel souvenir avez-vous de Liliane Kaskaz? C'est un des plus grands souvenirs de ma vie professionnelle. Je suis face à une jeune femme, blonde, menue, aide-soignante de son état, qui pleure la maladie de sa fille. Et qui pleure aussi l'incompréhension de la justice à son égard. Et à mesure que je l'accompagne, je rentre dans la logique psychiatrique de cet acte criminel qui lui est reproché. Alors effectivement, c'est une histoire qui est
prenante et on le sent d'entrée. Qu'est-ce qu'il dit le professeur Saudubré avec cette histoire de pancréas ? On n'aura jamais bien compris cette histoire. On ne fait pas plus grave que le cancer du pancréas. On l'opère du pancréas et on lui retire. Et on s'aperçoit que le bout de pancréas qu'on a retiré est parfaitement sain. Alors le professeur Saudubré convoque la maman de Caroline et lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Il n'y a pas scientifiquement d'autre hypothèse que celle d'un empoisonnement, d'une arrivée exogène d'insuline. Et si ce n'est pas le personnel soignant, c'est forcément vous. D'ailleurs, vous avez été prise en flagrant délit, madame, de farfouiller dans la poubelle. Vous avez toujours dans votre sac des multitudes de médicaments. Et donc à partir de ce jour, vous ne pouvez plus voir votre fille. Et effectivement, ensuite, elle va guérir. Alors les accusations du professeur Saudubré, évidemment, on l'entend bien, elles sont très graves. Vous venez de les rappeler. Quelle relation a-t-elle avec sa fille Liliane Cascaz ? Elle a une relation fusionnelle et qui, au premier abord, est absolument magnifique et dénuée de tout ce qu'on pourrait imaginer qu'on lui aura reproché plus tard. Elle est proche d'elle, elle s'occupe d'elle, elle la soigne et elle lui apporte tout ce que l'amour maternel peut apporter à une petite fille d'une dizaine d'années à l'époque. Une petite fille qui va être isolée de sa mère et de son beau-père et dès lors retrouver une santé normale. La justice va explorer les méandres du couple Cascaz, essayer de savoir qui aurait empoisonné la petite fille et surtout, pourquoi ? Après le 28 août et une dernière crise grave due à un apport massif d'insuline, la petite fille est éloignée de sa mère et de son beau-père et placée dans une maison d'enfants. Le professeur Saudubré a averti avant cela Liliane Cascaz. « J'ai la preuve, madame, que les crises de votre fille viennent de quelqu'un qui lui injecte de l'insuline. Cela ne peut pas venir d'un membre de mon personnel. Désormais, toute visite est interdite à votre fille. » L'enfant va être ensuite confié à son père biologique et elle ne va plus montrer de problème de santé particulier et va pouvoir reprendre le cours normal de sa vie. Le juge parisien Frédéric Nguyen est chargé du dossier. Il fait examiner tous les prélèvements effectués sur la petite malade avant et pendant son hospitalisation à Necker. Les analyses révèlent la présence de glibenclamide, une substance qui n'existe pas naturellement dans le sang et qui apporte de l'insuline. En revanche, elle est présente dans plusieurs médicaments, dont le Daonil. Les perquisitions lancées dans la maison du couple Cascaz à Wissembourg permettent de trouver 2 plaquettes de Daonil entamées. Il apparaît qu'entre le 9 juillet et le 14 août 1990, Liliane a acheté pas moins de 420 comprimés de médicaments contenant du glibenclamide. Elle a utilisé pour cela des ordonnances détournées par son époux dans divers établissements hospitaliers où il a travaillé. 3 jours avant la première hypoglycémie grave, une boîte de 20 comprimés a été achetée à la pharmacie La Paix à Wissembourg avec une fausse ordonnance délivrée par un certain Dr Finji. L'ancien mari de Liliane et père de la fillette raconte que son ex-femme amassait les médicaments. C'était une pharmacie ambulante, dit-il aux enquêteurs. Le couple Cascaz livre des explications confuses, contrastées, opaques sur les achats de médicaments. Liliane indique utiliser ces comprimés pour soigner des éruptions cutanées. Haïtam indique envoyer du Daonil et de l'insuline à son père qui se trouve en Syrie. En fin de garde à vue, Liliane admet que sa fille a absorbé accidentellement 6 comprimés. Autant d'explications qui ne parviennent pas à convaincre les enquêteurs. Le 12 octobre 90, le juge Nguyen met en examen Liliane Cascaz pour empoisonnement. Elle va passer 3 semaines en détention préventive. Puis 1 an de mars 91 à mars 92 pour avoir violé son contrôle judiciaire lui interdisant de voir sa fille. Haïtam ne sera poursuivi que bien plus tard pour complicité d'empoisonnement, soupçonné d'avoir procuré des ordonnances. Le couple nie
avoir voulu faire du mal à l'enfant, fait qui ajoute au trouble. L'enquête indique que la petite fille a en fait présenté de nombreuses maladies difficilement explicables dès sa plus jeune enfance. Les psychiatres qui examinent la mère ont du mal à la cerner. Elle paraît souffrir d'une névrose découverte une quinzaine d'années auparavant par un pédiatre, le syndrome de Munchausen par procuration, une forme particulière de sévice sur un enfant. Créer une maladie pour attirer l'attention permanente des médecins, susciter leur compassion, dans le cas de Liliane, établir un lien de dépendance avec sa fille, la rendre malade pour la sauver. Et on va voir quelles suites judiciaires seront données à ces mises en examen qui s'appuient sur des éléments précis, avec notamment cette incroyable quantité de médicaments qui est retrouvée chez le couple Cascaz. Maître Jean-Alex Buchinger, vous étiez et vous êtes l'avocat de Haitham Cascaz. Ce syndrome de Munchausen par procuration qui arrive comme ça, qui déboule dans les annales judiciaires, ça, vous êtes avocat, vous ne l'avez jamais vu. Là, vous allez avancer sur un terrain médical, médico-judiciaire totalement vierge. On est dans les années 90 et effectivement, personne ne connaissait ce syndrome de Munchausen par procuration. On l'avait évoqué aux États-Unis quelques années au préalable, mais jamais devant un juge d'instruction, devant un tribunal, une cour d'assises, on avait entendu parler de cela. Et Haitham Cascaz, qui avait beau être médecin, pas plus que n'importe quel autre médecin, n'avait jamais entendu parler de ce syndrome. Une mère qui aime son enfant, qui a une relation fusionnelle avec son enfant, et qui peut lui administrer des substances toxiques dans le but de créer une énigme médicale, c'était du jamais vu en France. Parce que là, on est aux portes de la psychiatrie, hein. On est, ou peut-être même en pleine psychiatrie. On est, si vous voulez, en pleine psychiatrie, en pleine diabétologie, car ça touche à la diabétologie, le fait d'administrer de l'insuline ou des médicaments de cet ordre-là, et on est dans l'arène judiciaire, parce qu'effectivement, ce syndrome de Munchausen par procuration est devenu, à partir de cette affaire, la source de procédures pénales extrêmement difficiles et douloureuses. Et qui vont se multiplier. Absolument, par la suite. On va voir par la suite, en France comme à l'étranger, ce syndrome de Munchausen par procuration, même si le nom est un peu barbare et compliqué, ce sont des procédures qui vont arriver devant les tribunaux de manière relativement fréquente. Maître Pierre-Olivier Sûr, notre deuxième invité aujourd'hui dans l'heure du crime, vous, l'avocat de Liliane Cascaz, tout simplement, il y a tous ces médicaments qui sont découverts chez le couple, j'en ai parlé. Qu'est-ce qui lui est reproché à Liliane Cascaz ? Il lui est reproché, par amour, et par trop d'amour, d'avoir voulu tellement garder sa fille près d'elle que, à mesure qu'elle grandissait, et afin d'éviter son émancipation petit à petit, elle l'a, au même rythme inverse, petit à petit empoisonnée. Et qu'est-ce qu'elle vous répond, votre cliente, Liliane Cascaz, sur l'empoisonnement dont on l'accuse, déjà ? Ma cliente me répond qu'elle aime sa fille, me répond qu'elle a toujours manifesté un amour inconditionnel de sa fille, que la preuve c'est qu'on ne peut pas mieux soigner sa fille que la façon dont elle l'a soignée. Et elle me répond que cet amour est tellement réciproque. D'ailleurs, on en a la preuve, et si vous le voulez bien, je vous la raconte lors d'une audience à la Chambre de l'Instruction. Eh bien, allez-y, racontez-nous cette audience à la Chambre de l'Instruction, maître. On est dans une famille très, très catholique et très, très pratiquante. Il se trouve que l'audience de la Chambre de l'Instruction intervient un vendredi saint. Vous savez, le vendredi qui précède le dimanche de Pâques. Le vendredi où, pour les catholiques, c'est le souvenir de la mort du Christ en croix. Si je vous dis tout ça, c'est que c'est ce jour-là, à cette audience du matin, ce vendredi-là, que se joue la demande de mise en liberté de Liliane. Et le moment où Liliane arrive dans le box, elle me tend un Kleenex. Et ce Kleenex, vous voyez, on est à la radio, évidemment, je ne peux pas le montrer, mais je vous en offre la photocopie, c'est extraordinaire. C'est la petite fille qui dessine un Christ en croix, avec une fleur, un cœur. Et qu'écrit-elle ? Mon Dieu, faites, je vous en supplie, faites
que ma maman revienne. Et faites, elle l'écrit F-E accent circonflexe T-E. Faites que ma maman revienne. Et c'est sa prière au bon Dieu. Et je tends ce Kleenex au président de la Chambre de l'Instruction. Et le président de la Chambre de l'Instruction a sorti Liliane Cascaz de prison ce jour-là. Alors, on est d'accord, là vous parlez de l'amour d'une petite fille pour sa mère, il y a rien d'ailleurs de plus normal à cet âge-là. Mais maître, encore une fois, vous répondez pas à ma question. Comment vous expliquez que la petite fille guérisse dès lors qu'elle a été finalement éloignée de ses proches et éloignée de sa mère? Je dis qu'à l'époque, on ne sait pas exactement ce qu'est le syndrome de Munchausen par procuration. On est en 90, il a été théorisé pour la première fois 3 ans plus tôt, et seulement 3 ans plus tôt aux États-Unis. Je dis aussi qu'à l'époque, on est en 90, sur le pancréas, le cancer du pancréas, l'insuline. On ne sait pas tout. Je dis que dans cette affaire, il y a des zones d'ombre qui restent 30 ans plus tard encore des énigmes. Des énigmes? Dans tous les cas de figure, le couple Cascaz va être renvoyé aux assises. Liliane est alors présentée comme l'empoisonneuse. Haitham est lui simplement poursuivi pour abus de confiance pour le détournement d'ordonnance. Mais Liliane ne va jamais se présenter à son procès. Le 4 novembre 1995, Liliane Cascaz s'entretient avec son avocat Pierre-Olivier Sûr. « Je suis innocente et mon mari aussi », répète-t-elle. L'avocat a une autre stratégie pour le procès qui s'annonce. Il espère transférer la responsabilité des empoisonnements sur Haitham Cascaz. Celui-ci a retrouvé un traité sur le diabète infantile et les effets de l'insuline, rédigé à l'époque des crises de la petite fille. Le défenseur estime que cet élément est suffisamment troublant pour semer le doute dans la tête des jurés. Mais l'histoire judiciaire va s'écrire autrement. Quelques heures après cet entretien, Liliane décède brutalement à l'âge de 39 ans. Une mort naturelle, selon le premier médecin qui se rend sur place. L'avocat de Liliane ne croit pas à un tel scénario. Dès lors, les autopsies et contre-autopsies vont se succéder. 3 ans plus tard, 2 mai 98, Haitham Cascaz est mis en examen. Suspecté d'avoir empoisonné son épouse, il est incarcéré, mais les charges sont des plus faibles. Insuffisantes aux yeux de la justice qui finit par prononcer un non-lieu et exonère le mari de toute responsabilité dans ce décès. L'avocat du médecin Jean-Alex Buchinger est lui persuadé que Liliane s'est suicidée. Les autopsies ont révélé que son sang contenait 2,5 fois la dose maximum de codéine. Elle seule a pu ingurgiter tous ces comprimés. Elle avait déjà fait des tentatives et envoyé une lettre à son avocat à lire après sa mort. L'une de ses tantes évoquera une jeune femme névrosée qui était parfois surnommée dans la famille la folle de Chaillot. Ses facéties, on ne disait rien, mais tout le monde savait, dit-elle. Lors de l'instruction, les experts avaient déjà noté la fragilité de Liliane, qui avait elle-même souffert de nombreuses maladies dans son enfance, une femme qui avait parfois perdu pied depuis le déclenchement de l'affaire. En 1992 et 1993, elle va faire l'objet de 5 condamnations pour violence. Elle a mis plusieurs fois le feu à un immeuble et conduite en état alcoolique. Son mari Haitham dira « Ma femme était autoritaire, mais je n'ai jamais rien vu de pathologique chez elle ». Maître Pierre-Olivier Sûr, vous êtes sans doute l'une des dernières personnes à avoir vu vivante Liliane Cascaz. Sa mort est une surprise? Mais c'est une grande douleur et c'est une seconde énigme. Je n'ai jamais cru au suicide. Jamais. Je la connais trop. Je l'ai trop accompagnée en prison. Elle a tout de même subi 2 incarcérations. Je l'ai trop accompagnée chez des juges d'instruction, à la chambre de l'instruction. J'ai eu trop de rendez-vous avec elle. Pour vous dire que elle n'était pas suicidaire, c'était pas dans son programme, ni dans son inconscient, ni dans ses pulsions. Et je me suis toujours posé la question de savoir qui aurait pu avoir intérêt
à ce qu'elle disparaisse. Alors, question que effectivement se pose Pierre-Olivier Sûr à cette époque. Il va tout faire d'ailleurs pour porter l'attention sur votre client, sur Haïtam, le mari de Liliane, que vous défendez évidemment à l'époque, maître Jean-Alex Buchinger. Haïtam, je l'ai dit, va se retrouver brièvement incarcéré, brièvement mis en examen dans cette affaire, et vous le rencontrez à cette époque. Alors je fais sa connaissance 2 mois après son incarcération. Il avait été mis en examen du chef d'homicide volontaire sur la personne de son épouse. Je le rencontre à la prison de Vitry-le-François. J'examine minutieusement le dossier d'instruction et je me rends compte qu'on est à la veille, au seuil plutôt, d'une double erreur judiciaire. Je vois effectivement qu'il est mis en examen pour des faits gravissimes, au motif qu'il aurait prescrit à son épouse des médicaments qui ont entraîné sa mort, et je vois qu'en fait, un autre médecin, un chef de service de l'hôpital, qui était le médecin traitant de Liliane Cascaz, qui lui a prescrit ces médicaments. Donc je soulève cet argument, ça permet immédiatement d'obtenir la mise en liberté d'Haïtam Cascaz. Il n'y est pour rien dans la livraison des médicaments. Il n'y était strictement pour rien, à telle enseigne qu'il a pu immédiatement reprendre ses fonctions à l'hôpital de Vitry-le-François. On aurait pu imaginer que dans le cadre d'un contrôle judiciaire, on lui fasse interdiction d'exercer la médecine. Pas du tout. C'est pas le cas. Pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Encore un mot, maître Buchinger. Vous pensez à la thèse du suicide, on va pas revenir là-dessus. Vous l'avez très bien expliqué à l'époque. Il y a un rapport qui va dire des experts que Liliane était une malade qui avait été très jeune, très maigre, et qu'elle avait un rapport perverti au corps. Est-ce que vous avez vu ça dans les dossiers ? Alors, j'ai vu ça dans les dossiers, mais je dois dire qu'à aucun moment, et c'est tout à son honneur, Haïtam Cascaz, qui encourait la réclusion criminelle à perpétuité à Vitry-le-François et 20 ans de réclusion criminelle devant la cour d'assises de Paris, jamais n'a accablé son épouse. Jamais il n'a cherché à se défausser sur cette épouse défunte. Il a toujours assumé sa pleine responsabilité, à savoir qu'il n'était concerné ni de près ni de loin par ce qui s'était passé tant à Vitry-le-François que pour la petite fille. Et donc, à l'issue de cette procédure devant le juge d'instruction de Vitry-le-François, il y a eu une ordonnance de non-lieu. Il n'a pas été renvoyé devant la cour d'assises de Reims pour homicide, parce qu'effectivement, c'était l'évidence, il était innocent. Tout à fait. Haïtam Cascaz reste seul pour affronter les juges. De toute manière, il est poursuivi pour faux et usage de faux, soupçonné d'avoir obéi à une épouse directive qui lui aurait demandé de lui fournir des ordonnances. Ce 10 septembre 2002, Haïtam Cascaz, fine moustache, lunettes et costume vert, très léger accent, comparaît libre devant la cour d'assises de Paris. On pourrait se demander ce qu'il fait ici, tant l'attention est toute portée sur la grande absente, son épouse Liliane, décédée 7 ans plus tôt. Tout tourne autour de la disparue, soupçonnée d'avoir injecté de l'insuline à sa fille pour la rendre volontairement malade. Une mère souffrant donc d'une névrose, le syndrome de Munchausen par procuration. Haïtam Cascaz dit qu'il ne s'est pas posé de questions quant à l'utilisation dévoyée des ordonnances que pouvait lui demander son épouse. Il ne se posait pas de questions sur Liliane et ne lui demandait pas des comptes. Moi, quand je fais confiance, explique-t-il. Dans cette affaire, je ne me suis jamais considéré comme un accusé. Dans ma tête, je ne suis qu'un témoin. Le professeur Jean-Marie Saudubré, le médecin qui a découvert l'empoisonnement, dédouane le mari. C'était la mère qui faisait les injections, sinon toutes, du moins la plupart, témoigne-t-il. La fille de Liliane, qui subissait les empoisonnements, est brièvement appelée à témoigner. Elle est désormais âgée de 21 ans et raconte pour la première fois le calvaire qu'elle a subi dans sa petite enfance. Je me souviens que ma mère me donnait des médicaments et que je disais non quand on me demandait si c'était elle. Parfois, je mettais les cachets sous ma langue et j'allais les cacher derrière le radiateur, dit-elle. Elle ajoute, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans la tête que ce que faisait ma mère, ce n'était pas bien. La tante de Liliane,
aimerait que Cascaz s'exprime. Il faut qu'il délivre cette petite et dise ce qui s'est passé. L'accusé, jusque-là très calme, réagit. J'en ai assez qu'on dise que je sais quelque chose. C'est révoltant. L'avocat général Philippe Bilger demande 5 ans avec sursis contre Haitham Cascaz pour administration de substances nuisibles. Les jurés ne retiennent que le détournement d'ordonnance. L'accusé n'est pour rien dans l'empoisonnement. 2 ans avec sursis. Et cet accusé, Haitham Cascaz, c'est votre client, maître Jean-Alex Buchinger, qui est aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Il a servi à quoi finalement ce procès? Parce qu'on a l'impression que l'accusé et principal, elle n'est plus là et elle ne peut pas répondre. Et c'est d'elle dont on ne cesse de parler au cours des audiences. Absolument. Haitham Cascaz, dans cette affaire, dans la cour d'assises, pour moi, c'est le bouc émissaire. On n'a personne à se mettre sous la dent. On le trouve, lui, c'est un médecin étranger, d'origine syrienne, vulnérable, et on considère que ça fera un parfait coupable. Donc, il a fallu se battre pour prouver son innocence. Et pour y parvenir, j'ai fait citer 6 professeurs en médecine dans 6 disciplines différentes. Ils ont été entendus en qualité de témoins au tout début de l'affaire, le premier jour. On pensait pouvoir les évacuer un peu facilement. Et donc les dépositions de ces 6 professeurs en médecine qui ne connaissaient absolument pas Haitham Cascaz ont été déterminantes. À telle enseigne que l'avocat général, que tout le monde connaît, Philippe Bilger, a mis beaucoup d'eau dans son vin. Oui, il a fait marche arrière lors de ce procès un petit peu. Il a fait marche arrière, il a maintenu l'administration de substances toxiques qui auraient pu entraîner la mort, mais n'a requis que 5 ans d'emprisonnement. Donc il y a une certaine contradiction entre ce qui est reproché à mon client et la peine qui a été requise. Réquisition. Maître Pierre-Olivier Sûr, vous êtes également notre deuxième invité dans l'heure du crime. Alors Liliane, je viens de le dire avec Maître Buchinger, elle est absente, mais c'est d'elle dont on parle évidemment en permanence. Vous allez dire à ce procès, elle est morte innocente, Liliane, c'est ça? Oui. Elle est morte innocente puisque, bien sûr, elle n'a pas été condamnée. Elle est morte innocente parce que toutes les zones de doute, d'incertitude scientifique, et puis ces forces extraordinaires de l'amour entre une mère et sa fille n'ont pas trouvé d'aboutissement judiciaire. Alors, pas d'aboutissement judiciaire, ça c'est intéressant. Quelques mots, maître Buchinger, très court, mais pas d'aboutissement judiciaire, surtout pour la victime, cette petite fille qui est devenue une jeune femme et que vous avez vue comparaître. Je l'ai vue comparaître, elle avait 21 ans lors du procès. Et effectivement, lorsqu'une personne mise en examen décède, eh bien, ça met fin aux poursuites. Donc, les poursuites vis-à-vis de la malheureuse Liliane n'était plus d'actualité. Le seul qui pouvait être poursuivi, c'est son mari. Et dans des conditions que je qualifierais d'extravagantes, il a été renvoyé devant la cour d'assises. Extravagante, notamment, si vous le permettez, parce que la pièce à conviction était un mémoire qu'il avait rédigé sur le cystadénome du pancréas. Et ce mémoire était une simple compilation bibliographique. Il avait recueilli donc c'était pas un instrument qui était de toute manière destiné à tuer ou à monter un complot criminel. Un verdict qui garde un goût d'inachevé, c'est le moins qu'on puisse dire. L'impossibilité pour la victime de savoir pourquoi on a ainsi joué avec son corps et sa santé alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Haitham Cascaz, emporté dans une affaire qu'il avait dépassée et dans laquelle il n'avait jamais cessé de clamer son innocence, a repris après les faits son activité de médecin. La fille de Liliane est devenue mère de famille. Au début des années 90, alors que l'affaire venait d'éclater, un dossier similaire était traité par le même juge d'instruction parisien, Frédéric Nguyen. Le 28 juillet 94, la mère d'une fille de 11 ans était mise en examen et écrouée. L'enfant aurait fait l'objet de manipulations thérapeutiques et subi des injections dangereuses et cachées d'insuline, comme dans l'affaire Cascaz. Les experts évoquent alors un syndrome de Munchausen par procuration. L'incrimination d'empoisonnement sera finalement abandonnée
et les parents relaxés. Les affaires de ce type vont dès lors régulièrement se retrouver devant les tribunaux, en France comme à l'étranger. En 2017, aux États-Unis, une jeune mère de famille du Texas a ainsi été condamnée à 6 ans de prison. Elle avait présenté son fils de 8 ans à 320 rendez-vous de consultation pédiatrique pour des maladies qu'elle avait inventées. L'enfant avait 13 ans lors des interventions chirurgicales. Et dans cette heure du crime, on va prendre un dernier invité, et c'est vous, Michel Dubec. Vous êtes psychiatre, vous avez été l'un des experts dans cette affaire. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans l'heure du crime. Michel Dubec, pas toujours facile de démêler le vrai du faux dans ses comportements. Alors, le syndrome de Munchausen, c'est un trouble de la personnalité très profond, très difficile à cerner, dans le sens où c'est d'abord et avant tout une mythomanie, c'est-à-dire quelqu'un qui invente des scénarios, et presque toujours, le Munchausen va partir d'une maladie vraie, mais bénigne, qu'il va amplifier, et il va en faire un scénario dantesque, premièrement. Deuxièmement, le Munchausen, c'est un diagnostic d'hôpital général. C'est pas un diagnostic d'hôpital psychiatrique. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui trompent les médecins. Leur alter ego, c'est pas forcément ni leur corps ni le corps de l'enfant, c'est tromper le médecin qui leur fait face. Si bien que ils vont le tromper une fois, comme ils peuvent pas le tromper 50 fois de suite au même endroit, ils vont migrer. Et souvent, c'est un diagnostic de 3e ou 4e hôpital, ou même 3e ou 4e région, parce qu'ils changent de région. Alors ça, c'est très étonnant. Et c'est pour cela, avec cette espèce de migration, de voyage permanent, qu'il est difficile de détecter le syndrome de Munchausen ? C'est à cause de ça, c'est-à-dire que c'est jamais que le 2e ou 3e ou 10e praticien qui finit par s'apercevoir qu'il y en a eu 8 ou 9 autres avant lui, à qui on a fait croire à telle ou telle maladie, mais souvent aussi, les personnes peuvent s'ingénier à changer de maladie. Donc c'est très compliqué. Alors on a ici Liliane Cascaz. Les mères, les femmes, ce sont elles qui sont suspectées en priorité dans ces actes ? Quand c'est un Munchausen par procuration, ça touche plus les femmes parce que c'est en général des mères. Voilà. Ce sont des mères dont l'enfant est une représentation de son propre corps. Il y a un rapport charnel intime entre la mère et l'enfant, plus qu'avec le père. Maître Jean-Alex Buchinger, on entend ce que dit le docteur Dubec, c'est tout à fait passionnant et stupéfiant d'ailleurs, d'avoir cette espèce d'ingéniosité à créer une maladie chez un enfant. Et encore une fois, c'est un dossier pénal et c'est un crime et c'est puni par les assises. En quoi cette histoire, Maître Buchinger, vous a marqué à ce point ? Parce que vous me le disiez là, hors micro, vous me disiez, j'ai même pas eu besoin de reprendre mes notes, cette histoire je la connais par cœur. C'est une histoire qui a un peu commencé à façonner ma carrière en quelque sorte. Tout à fait. Cette affaire m'a passionné, tout comme elle a passionné Pierre-Olivier Sûr. Elle m'a passionné parce que j'ai été convaincu, dès ma première rencontre avec le docteur Cascaz et dès mon premier examen du dossier d'instruction, que cet homme était innocent. Et pour moi, ça a été un honneur de pouvoir éviter une double erreur judiciaire. Il aurait pu être condamné à Vitry-le-François pour homicide volontaire, il aurait pu être condamné à Paris pour complicité d'empoisonnement. Il a été acquitté dans les deux cas. Alors il a été condamné pour abus de confiance parce qu'il avait un ordonnancier vierge de son hôpital à son domicile. J'ai posé la question à tous les médecins qui sont venus en tant que témoins devant la cour d'assises et tous unanimement ont reconnu avoir chacun un ordonnancier de leur hôpital à la maison. Alors, on le dit avec vous, Maître Buchinger, que cette affaire, elle continue d'ailleurs à porter certaines zones d'ombre, puisque Liliane Cascaz est morte et on n'a pas eu sa réponse. Maître Pierre-Olivier Sûr, 30 ans après vous avez un début de réponse ? La présomption d'innocence m'empêche de pouvoir formuler complètement ce que je pense.
Et alors, je poursuis, puisqu'effectivement, je vois que vous n'avez pas tellement envie de parler là du fond du dossier, en tout cas de donner votre sentiment, on le comprend bien. Mais Maître Sûr, on en parlait avec Maître Buchinger, c'est une affaire qui l'a beaucoup marqué. Est-ce que cette affaire a fait date? Elle a vraiment marqué les esprits? Elle est tellement marquante que ce Kleenex que ma cliente m'a transmis avec les dessins de sa fille, le Christ en croix et la prière qu'il adresse à Dieu, eh ben, je l'ai toujours dans mon sous-main et que je vous en adresse aujourd'hui une photocopie, mais que j'en conserve l'original. Merci beaucoup, Maître Pierre-Olivier Sûr, Maître Jean-Alex Buchinger et le docteur Michel Dubec d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.